j'ai toujours évoqué le premier million. On est en 2000, attention, ça va en faire tomber certains de leurs chaises, c'était le premier million de francs. Il n'y a pas de liquidité sur les titres. Du coup, les talents commencent à se dire pourquoi j'irai dans cette boîte alors qu'en fait, je sais pas combien valent mes titres et j'arrive pas à les vendre. Donc je trouve que c'est un mécanisme qui est vraiment extrêmement intéressant. Et j'ai fait le choix, pas forcément complètement rationnel, de proposer 10% du capital de l'entreprise en actions gratuites. Donc tu as découvert le monde du private equity et tu t'es dit, maintenant que j'ai fait un cash out quand même relativement important, j'ai envie moi de financer des entreprises. Ces actions étaient aussi détenues à travers un pacte qui avait une formule de valorisation. J'accueille Christophe Eberle, le fondateur d'Optimine, une solution de placement d'actuaires qu'il crée dans les années 2000. Une entreprise d'abord 100% bootstrap qu'il fait croître de 0 à 60 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 20 ans. En 2018, il fait entrer Ardian au capital pour lancer une stratégie de build-up ambitieuse avec le rachat de 6 entreprises. Résultat, grâce à un playbook très rodé d'intégration, il quadruple l'EBITDA et en 2022, il revend Optimine au mastodonte du conseil Accenture pour 9 chiffres et tout ça sans earn-out. Aujourd'hui, il dirige Mindstone, son single family office spécialisé en private equity small et mid-cap. Au programme du podcast aujourd'hui, nous allons parler bootstrap, ouverture de capital, build-up. Christophe, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Diane. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté. Plaisir partagé. Ça fait quoi ? Ça fait 2 ans à peu près qu'on se connaît, quelque chose comme ça. Exact. Et j'ai eu le plaisir de travailler un petit peu avec toi, donc je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Donc comme tu sais, l'objectif de mon podcast, c'est de rentrer dans les détails des deals, de parler de cash out, de secondaire, de sortie, etc. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec toi, c'est que tu as fait tout le cycle finalement d'une entreprise. Donc en passant par être complètement bootstrap à l'ouverture de ton capital, à du build-up, à une sortie et après à une nouvelle vie, on va dire, entrepreneuriale. Donc je trouve ça particulièrement intéressant. Avant qu'on rentre dans les détails, ce que je te propose, c'est de te présenter brièvement, en 1 ou 2 minutes, sur ton parcours, ce que tu as fait, etc. Ok, avec plaisir. Donc, Christophe Eberle, j'ai 53 ans. Je suis actuaire de formation, ce qui n'est pas un métier courant. C'est les mathématiques appliquées à l'assurance et la finance. Et je suis sorti de l'école en 96, donc ça commence à faire un peu longtemps par rapport à certaines autres carrières. J'ai fait 4 ans en compagnie d'assurance et de réassurance, en tant qu'actuaire, pour apprendre un peu le métier. Et puis assez rapidement, j'ai eu l'envie de créer mon entreprise. Ce que j'ai fait en 2000, donc j'ai créé une entreprise de consulting qui s'appelait maintenant Optimind, que j'ai porté pendant de nombreuses années, on va en parler, pour avoir le plaisir de pouvoir la revendre à un géant mondial, Accenture, en 2023, il n'y a pas si longtemps, et de démarrer une nouvelle vie à travers laquelle notamment j'ai pu faire ta rencontre en 2024 avec la création de Mindstone, qui est mon single family office. Ok, écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est de revenir un peu sur les grandes étapes de Optimine. Donc, comme tu l'as mentionné, tu l'as revendu au bout de 23-24 ans, c'est ça ? À peu près, ouais. Ok. Et donc, pendant très longtemps, tu es resté seul au capital. Exact. Alors, j'avais quelques associés minoritaires au début de l'entreprise qui sont, au fil du temps, sortis et je les ai rachetés systématiquement. Ok. J'ai partagé également dans la vie d'Optimine le capital avec les collaborateurs clés, les managers. Mais j'ai toujours été effectivement fortement majoritaire dans l'entreprise, ce qui a été un élément aussi déterminant à la fin lorsqu'il a fallu faire des choix et prendre des décisions. Et du coup, donc d'être bootstrap, donc c'est-à-dire pas lever de fonds extérieurs, donc tu es parti avec combien ? Comment tu as fait en fait ? Parce que c'est pas non plus évident. Surtout, on voit beaucoup dans le marché à l'heure actuelle des levées de fonds à gogo, où tu te dilues, mais où tu as énormément de cash à investir pour aller plus vite, croître plus vite. Est-ce que du coup, toi, ta croissance, elle a été plus lente, on va dire ? Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce que tu referais différemment aujourd'hui où l'accès au capital est quand même plus facile ? C'est pas un peu ta vie. Et oui, forcément, si on a envie de refaire sa vie maintenant, on la referait peut-être pas de la même manière. Après, il faut pas faire d'anachronisme. C'est une autre époque, on est en 2000, et c'est un autre secteur. Même si, petite anecdote, mon souhait premier, c'était de faire du logiciel en 2000. On voulait faire des logiciels calculatoires dédiés au secteur de l'assurance et de la banque. Et n'ayant pas les capitaux pour le faire, on s'est assez vite mis à faire du consulting expert, donc autour de l'actuariat conseil, la gestion des risques. Ça a toujours été notre métier, c'est la gestion des risques.
Mais il est vrai que la contrepartie de ne pas avoir de capitaux pour le développement rapide, ça a été le temps. Le temps, et c'est quand même un parcours assez traditionnel pour beaucoup d'entreprises, donc ce qu'on appelle bootstrap ou autofinancement du développement. Ça a été possible principalement en prenant le temps. Donc les choses vont moins vite, les choses se font de manière peut-être aussi un petit peu plus réfléchie dans certains cas. On a moins de choix et on doit souvent répondre à des contraintes de financement, de développement, de croissance qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a ou qu'on n'a plus d'ailleurs quand on récupère des capitaux. Donc le temps principalement, une activité bénéficiaire malgré tout. Le BFR alors se finance avec les nouveaux contrats, les positionnements donc en consulting, hein, très clairement. Le chiffre d'affaires, c'est les missions qu'on gagne et qu'on réalise. Mais en clair, pendant de nombreuses années, on avait un taux de croissance assez élevé, de l'ordre des 30 à 40% de croissance de chiffre d'affaires, qui nous ont permis d'avoir en fait une courbe ascendante en termes de taille. On était assez rapidement, dans les années entre 2000 et 2008, on est arrivé à 80 collaborateurs, ce qui était assez fort dans le consulting. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, t'es arrivé en 2008, par exemple, tu étais à combien ? Moi, j'ai le souvenir, j'ai toujours évoqué le premier million. Alors, on est en 2000, attention, ça va en faire tomber certains de leurs chaises. C'était le premier million de francs annuel. Ensuite, on avait le premier million d'euros annuel. Ensuite, il y avait le premier million éventuellement mensuel qui a fini par arriver. Et je dois avouer, en 2008-2010, on devait être à peu près en ordre de grandeur à 8 ou 10 millions de chiffre d'affaires. Et surtout avec un positionnement un peu plus... alors, on est tous modernes par rapport à quelqu'un, un peu plus contemporain par rapport à d'autres. On avait un peu dépoussiéré le milieu du consulting expert par rapport à des acteurs historiques qui étaient là depuis de nombreuses années et qui faisaient un peu le consulting à papa, un peu old school. On avait, nous, beaucoup joué sur des leviers qui sont devenus assez naturels par la suite, notamment la communication, l'ouverture à la presse, le management des collaborateurs, comme s'ils étaient dans une vraie entreprise. Mmh. Ils étaient dans une vraie entreprise. Et souvent, les consultants un peu haut de gamme se la racontaient d'une autre manière. Et ça nous a vraiment permis de se distinguer sur un marché pas facile, qui a une certaine profondeur néanmoins, avec deux types d'acteurs pour positionner le sujet. Des Big Four, principalement, qui vont aller épauler les grandes marques de l'assurance et de la banque française, européenne et internationale. Et puis des acteurs locaux qui vont, à travers leur carnet d'adresses, leur réseau, leurs copains d'école, réaliser quelques missions. Et donc, nous, on était positionnés entre les deux. Ok. Et du coup, tu mentionnais que c'est toi qui avais quasiment 100% du capital, mais que tu l'as ouvert à certains collaborateurs. Donc, de quelle manière, comment tu as réussi en fait à incentiver les gens pour attirer les meilleurs talents? De quelle manière? Parce que on a, donc avec Pierre, que j'ai eu sur ce podcast aussi, on parlait des BSPCE qui sont parfois un peu difficiles à lire pour certains employés. Est-ce que c'était un peu le même système que tu as mis en place ou pas du tout? Ouais, c'est déterminant. Alors, une fois de plus, pas d'anachronisme. Il y a beaucoup d'outils qui étaient beaucoup moins usuels. Parce que là, on parle d'une quinzaine d'années maintenant par rapport à aujourd'hui. Moi, j'ai toujours pensé que l'outil d'incentive devait être très proche de la sensibilité ou de la vie du collaborateur d'entreprise. Et souvent, ces outils que tu évoques ou d'autres mettent une distance, soit par rapport à la complexité de compréhension qu'ils ont, ou la complexité de visualisation du résultat qu'ils peuvent apporter. Okay. Et moi, j'ai toujours privilégié des outils beaucoup plus simples, qui collent à la peau et qui sont beaucoup plus compréhensibles pour le collaborateur. Donc, deux exemples, en fait, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait dans l'histoire d'Optimine. Le premier, assez rapidement, on a réussi à créer l'acquisition. On a proposé aux managers clés, alors on était en 2010 à peu près, pour acquérir des actions avec un effet de levier très fort, avec un système d'augmentation de capital. Mais c'était une acquisition d'actions dans des conditions évidemment fiscales et sociales, réglementaires, etc., qui donnait un effet de levier très fort. Et donc, première équipe
manager associé, c'est monté à ce moment-là. Par la suite, quand on s'est développé, donc on était assez rapidement, on est arrivé à 200 collaborateurs. Et moi, j'avais toujours réussi à conserver une grande majorité du capital. Je me suis dit, il est temps de frapper fort et puis de proposer un incentive beaucoup plus large. Et j'ai fait le choix, qui n'est pas forcément complètement rationnel, de proposer 10% du capital de l'entreprise en actions gratuites. D'accord. Donc, on a signé la documentation sur ces bases-là et avec une distribution sur 3 ans, comme la réglementation le permet, l'autorise. Et donc, sur 3 ans, j'ai distribué gratuitement 10% de l'entreprise, du capital de l'entreprise aux collaborateurs. Donc, plutôt à des managers clés En gros, sur entre 10 et 15% des effectifs clés de l'entreprise et principalement, évidemment, auprès des managers et des experts, puisqu'on avait effectivement beaucoup d'experts qui n'étaient pas forcément des managers. Et donc, ça a été un plan assez ambitieux. Par la suite, je me suis rendu compte, mais je n'avais pas forcément cette vision-là, cette vision valeur, equity, mais que ça avait été une distribution gratuite assez considérable, significative, et que peu d'entreprises, ou en tout cas de chefs d'entreprise détenteurs du capital, avaient fait ce genre de distribution. Donc, tu as pu rendre millionnaire certains de tes collaborateurs. Alors, attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Juste une autre précision, comment on incentive les collaborateurs. Donc, on parlait d'action, évidemment, mais il y a aussi un autre élément clé, c'est l'histoire. L'histoire qu'on raconte. Des actions, ça ne suffit pas. Et je crois qu'on a, avec toute l'équipe, toujours construit et fait en sorte que l'ensemble des collaborateurs se projettent dans l'histoire d'entreprise avec son ambition, avec ses conquêtes, ses envies de conquérir et ses envies de conquête, et que ces deux aspects, action plus histoire, sont à mon avis des éléments clés de l'incentive et de la détermination des collaborateurs dans le temps. Sans histoire, ça ne fonctionne pas. Ok, donc vraiment les emmener dans la vision de la boîte, etc. etc. Et est-ce que au-delà donc des actions gratuites et ce genre de mécanisme, tu avais aussi des incentives forts sur leur KPI, sur le chiffre qui est ramené, sur leurs objectifs? Oui, après, c'est plus traditionnel. Les packages de rémunération intégraient un aspect variable qui était pour les top profils aux alentours de 20 à 30% et qui était très clairement assis sur des objectifs définis de manière claire en début d'année et de performance. Okay. La performance est, je crois aussi, un élément clé de la détermination, de la motivation des collaborateurs. On évoque souvent les primes de fin d'année à la tête du client. Je crois que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Alors des fois, c'est un peu froid. Seuls les chiffres déterminent la rémunération. C'est un peu froid, mais c'est in fine beaucoup plus efficace et ça empêche et enlève beaucoup de discussions inutiles en fin d'année lorsqu'on distribue 20% de rémunération variable sur des sommes assez considérables, puisque la masse salariale représentait dans une boîte de consulting l'essentiel des charges. Ok, parce qu'en fait, moi, la question que j'ai, et désolée de revenir là-dessus, mais c'est un point qui est beaucoup discuté en ce moment, c'est tu donnes des actions gratuites, mais tu n'as jamais d'opération de levée de fonds sur ton capital. Donc en fait, ok, j'ai un pourcentage d'une boîte qui est complètement liquide, où j'ai aucune notion de la valorisation de la boîte. Donc comment, en fait, je suis employée, je me dis, c'est joli sur le papier, mais en fait, c'est du papier, quoi. Exactement, L'histoire concrétise en fait cette vision du futur, c'est-à-dire leur dire non, mais être soi-même convaincu que dans 3 ans, on pèsera le double de ce qu'on pèse aujourd'hui, être convaincu et convaincre les autres que dans 5 ans, on sera leader en France, que dans 10 ans, on sera leader en Europe. C'est l'histoire. Et c'est l'histoire qui fait qu'on croit au papier qu'on a entre les mains. Après, de manière plus technique ou plus terre à terre ou rationnelle, ces actions étaient aussi détenues à travers un pacte qui avait une formule de valorisation. Et il était entendu qu'il y avait une liquidité dès lors que le collaborateur quittait l'entreprise. D'accord. Et comme tous ces profils, en moyenne d'âge, c'était 28-30 ans, et ça a toujours été cette même moyenne d'âge dans le temps, ça permettait d'avoir un peu plus que du papier entre les mains, puisqu'ils savaient tous qu'au-delà d'une certaine durée,
ils partaient, ils étaient rachetés au prix de formule. Par la boîte, du coup. Par la boîte. Ok. Par mois. Ce qui fait, et ça c'est un des points aussi assez intéressant à la fin, puisqu'on va revenir sur le résultat et les conséquences de ce dispositif. Tu évoquais des collaborateurs millionnaires. Oui, il y en a eu. Mais ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans le temps, et on ne parle pas d'une grande durée, on parle de 4, 5, 6 ans maximum, c'est qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ont fini par partir pour avoir des parcours, des trajectoires de carrière différents, rejoindre un Big Four, rejoindre un assureur, une banque, sans être bloqués et tout en valorisant ces actions gratuites qu'ils avaient perçues. Ouais, c'est super. Et en fait, c'est super parce que vraiment, là, ce qui se passe beaucoup dans les entreprises, c'est que il n'y a pas de liquidité sur les titres. Du coup, les talents commencent à se dire pourquoi j'irai dans cette boîte alors qu'en fait, je ne sais pas combien valent mes titres et j'arrive pas à les vendre. Donc, je trouve que c'est un mécanisme qui est vraiment extrêmement intéressant. À la fin, alors ça peut paraître un peu mais il faut être rentable. Il faut être rentable, il faut avoir de l'argent pour acheter. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à racheter beaucoup de collaborateurs qui partaient. Alors, tous clés, mais des managers qui avaient, je sais pas, 0,1% ou 0,01% de détention en ordre de grandeur. Donc, on les rachète. Et en fait, on se retrouve à racheter beaucoup d'actions qu'on avait données. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on peut se dire que c'est peut-être pas très convaincant financièrement. Mais en fait, j'ai surtout, et on a développé une communauté de gens qui avaient été actionnaires, qui sont partis, qui étaient contents, à qui on a donné de l'argent. En termes de storytelling, pour après accueillir d'autres personnes, c'est vrai que c'est super. D'une part, et d'autre part, en fait, toute cette communauté s'est répandue dans l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, des clients, des concurrents. Certains ont même monté leur entreprise et ça a créé aussi une marque, une image de confiance dans l'entreprise, dans l'homme ou ses dirigeants, qui a été à la fois bénéfique et finalement satisfaisante aussi en termes d'ego. Ok, très, très intéressant. Et pour terminer, juste un chiffre assez intéressant, on a réellement distribué 10% du capital de l'entreprise sur 3 ans. Et à la fin, une fois que, donc à la fin du plan et au moment où Ardian rentre dans l'entreprise, en vrai, j'ai racheté environ 6%. D'accord. Donc en fait, il n'y a que 4% qui ont in fine. Donc tu avais 96% de la boîte, à peu près. Non, parce qu'après, on avait aussi déjà fait un premier plan. Je ne rentre pas dans les détails, puisque je n'ai pas forcément la capacité à rentrer dans tous les détails des deals, mais j'arrive, au moment où Ardian rentre au capital d'Optimine, j'arrive effectivement avec environ 90% du capital entre mes mains, ce qui est aussi pas très courant dans une boîte de conseil, puisque souvent, en multipliant les associés, on multiplie le partage du capital. Et ça a été aussi un des facteurs clés de succès à titre personnel, me permettant par la suite de prendre des décisions fortes et me permettant aussi de valoriser mon parcours dans l'histoire d'Optimine. Et donc, du coup, on est en quelle année 2018. 2018. Là, c'est pas il y a si longtemps finalement. Ok, parce que pendant très longtemps, la boîte a été vraiment seule à bord. Enfin, on va dire avec des collaborateurs, mais complètement, ouais. Et en 2018, je me permets, du coup, je réponds à la question que tu n'as pas encore posée. En fait, pourquoi tu as décidé de faire rentrer Ardian? Parce qu'en fait, ta boîte allait très bien. Est-ce qu'il y avait une volonté de faire du build-up, d'aller plus vite, plus fort? Est-ce qu'il y avait une volonté potentiellement de faire du cash-out, mais apparemment, vu que tu as du cash-out personnel de ta part, tu vois, de monétiser un peu l'effort de ces années, ou alors tu avais des remontées de dividendes suffisamment importantes pour finalement te financer. Enfin, c'était quoi vraiment le driver qui t'a amené à faire rentrer quelqu'un? L'impatience. Non, un peu un processus assez classique, je pense, dans beaucoup de boîtes bootstrap, donc autofinancées. Je pense qu'on a globalement bien géré ces 10, 12, 14 premières années, pour faire large. Mais quand on a connu la frénésie des taux de croissance annuels de 20 à 30%, etc., et qu'on arrive à 200 collaborateurs à peu près à ce moment-là, 220 collaborateurs, on a une bonne croissance, mais c'est plus pareil. Et là, tu as combien de chiffre d'affaires à peu près? Là, on est à peu près à 26, 28 millions en 2018, lorsqu'on se pose la question de la suite. Et moi, je suis un petit peu... je me pose des questions. Le taux de croissance, il est entre 5 et 10% par an. C'est quoi le coût d'après? J'ai, je sais pas, 45 ans à peu près.
Et même si je sais au fond de moi, et ça a toujours été un deal et très clair sur la table, que ma boîte a pour objectif d'être revendue, je me dis que j'ai pas tout essayé, que j'aimerais bien connaître encore une belle accélération. Et puis, même si je suis actuaire de formation, ma culture financière est plutôt dédiée au service historiquement de mes clients, des assureurs, etc. Et j'ai pas la culture financière private equity que j'ai découvert par la suite, pardon. Et j'ai quelques discussions avec des banquiers d'affaires, notamment un banquier d'affaires qui me sollicite depuis de nombreuses années. Et il finit par me convaincre que faire entrer un actionnaire minoritaire pourrait être très intéressant pour accélérer le développement d'entreprise et la croissance dans le temps. On avait essayé l'international, on avait essayé quelques axes différents de développement, mais l'acquisition... Parce que là, c'était très franco-français, toujours. Très franco-français, très orienté sur notre ligne de notre verticale historique, exactement, avec la conseil de la gestion des risques, mais avec toujours une grosse envie de pouvoir aller plus vite, plus loin. Et en 2018, je prends la décision effectivement d'organiser un processus de place, de marché, avec un banquier d'affaires pour faire entrer un actionnaire minoritaire dans OptiMind afin de développer une stratégie de build-up. Et en réfléchissant à ce moment-là à cette stratégie de build-up, je me rends compte et notamment aussi en faisant les management press, les premières management press que je fais de ma vie, je me rends compte de toutes les forces de l'entreprise que j'avais pas forcément en tête, et je conçois et je construis cette stratégie de build-up future. C'est ça que tu as vendu finalement à des investisseurs rentrants. Et du coup, c'était une stratégie plus de cash-in. Genre vraiment, ils mettaient sur la table du cash pour aller sur cette stratégie-là. Oui. Anecdote aussi, j'avais posé le dossier sur la table des différents fonds, cash-in uniquement. Ok. Et ça avait choqué quasiment tout le monde, puisqu'en fait, ils ne savaient pas faire le montage cash-in uniquement. Et à la fin, on a fait un montage traditionnel, cash-in, cash-out, avec de la dette. Et en 2019, janvier, j'accueille donc le fonds que j'ai sélectionné. Et du coup, ça a été quoi un peu le process ? Est-ce que tu as eu beaucoup de fonds ? Est-ce que ça a été compétitif ? Enfin, tu vois, comment... et pourquoi tu as choisi Ardian versus d'autres ? Est-ce que c'était plus finalement les termes qui t'allaient mieux ou un fit humain ? Enfin, comment ça s'est passé exactement ? Alors, c'était mon premier process. J'étais un petit peu déçu, pas par tous, mais par beaucoup de fonds sur leur... Alors, c'est des fonds plutôt small cap, c'est pas forcément... mais par leur proposition de valeur ajoutée, c'est-à-dire on peut vous accompagner à formaliser vos produits, à améliorer le management de vos équipes. Et sur beaucoup de sujets, je me rendais compte que notre niveau de maturité, mon équipe, un peu moi, était bien supérieur à ce que les entreprises que les fonds accompagnaient habituellement. Et donc, on ne se projetait pas beaucoup dans leur proposition de valeur si je mets de côté l'argent. Pas tous, évidemment. Et c'est intéressant comme question parce que souvent, le critère, c'est la valeur d'entrée. Et là, je pense qu'il faut faire à mon avis, moi, j'ai un conseil très clair à mettre sur la table. Si c'est un tour minoritaire, un tour intermédiaire, la valeur n'est pas le critère essentiel. Et ça a été une décision forte de notre part. On souhaitait... La vraie valeur, c'est la valeur à la sortie. C'est pas la valeur intermédiaire. Il faut surtout avoir le bon partenaire. Donc, on peut perdre quelques millions de valeurs sur un tour intermédiaire. Donc, ce tour, on va pas parler de série A, série B, mais ce tour, en fait, minoritaire. Mais surtout, nous, ce dont on avait besoin, on travaille avec les plus grandes marques financières françaises et européennes. On avait besoin aussi d'une marque, d'un fonds qui valorise OptiMind sur son marché. Et quand on a rencontré la route d'Ardian, on s'est dit que c'était le fonds qui incarnait le mieux un positionnement d'OptiMind sur son marché. Et donc, je pense que globalement, sur le marché du private equity, Ardian, c'est du haut de gamme. On considérait que Ardian chez OptiMind, ça avait du sens. Et en plus, c'était pas attendu. Le jour où on a annoncé l'entrée d'Ardian chez OptiMind, ça a été un choc, enfin un peu chez nos concurrents et surtout un grand étonnement de la part de nos clients qui n'avaient pas vu OptiMind comme étant un acteur dans lequel Ardian pouvait entrer.
Et du coup, si on revient sur la structure du deal, donc il y a eu un peu de cash out, un peu de cash in. Le cash out, donc du coup, tu as pris un peu d'argent. Le cash in, combien? C'était quoi un peu le split entre les deux? Et c'était quoi la valo de la boîte négociée? Enfin, si tu peux rentrer un peu dans ce... Non, je rentrerai pas dans les détails, mais en gros, on était sur une valo constituée par rapport à l'EBITDA, sur un coefficient plutôt correct, mais la meilleure proposition financière n'était pas celle d'Ardian. On avait plusieurs fonds qui avaient accepté de rentrer, qui avaient fait des offres. Et donc, on n'a pas choisi la meilleure offre financière. On a choisi Ardian pour un ensemble de qualité qui nous paraissait, et quand je dis nous paraissait, c'est que j'étais pas seul non plus. J'ai fait participer à ce deal des collaborateurs clés. Et outre la marque, la proposition financière globalement correcte, il y avait aussi l'équipe derrière. Et donc, le fit a été un peu global sur ces 3 éléments. Proposition financière, marque représentée par le fonds, histoire aussi que le fonds va te raconter, et équipe de suivi. Et donc, ça a été ça le deal. Après, sur la structuration, comme c'était une stratégie de build-up, et on a communiqué là-dessus assez rapidement lorsqu'Ardian est rentré en 2019, on a globalement dégagé une ligne d'investissement de 25 millions d'euros. D'accord. Destinée à faire ces build-up. Donc quand même une ligne assez conséquente. Assez conséquente, constituée à la fois de l'argent qui a été mis dans l'entreprise par le rachat d'actions, mais également par une dette bancaire qui avait été négociée. Donc en gros, 10 plus 10 plus 5, 5 étant un complément de dette qu'on pouvait prendre en cas de réalisation, en cas de besoin. Voilà. Et donc, sur ces bases-là, et moi, de notre côté, j'ai récupéré également un peu d'argent, même si j'en voulais pas au départ. Voilà, l'idée, c'était de faire du cash-in. Ok. Donc, Ardian rentre à ton capital. Est-ce qu'en termes de gouvernance, ça a changé beaucoup de choses pour toi? Parce que tu as eu un board qui s'est mis en place, je suppose. Des contraintes peut-être au niveau de ton salaire, au niveau de ce que tu peux faire, de tes choix stratégiques dans justement ta stratégie de build-up, ou alors tu as négocié pour être complètement autonome, tu vois. Grande autonomie, très clairement. Limite, ça m'a déstabilisé parce que moi, j'étais prêt justement à faire des reportings, à demander, etc. Et j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, c'était plutôt OptiMind et moi qui embêtaient Ardian, qui préférait nous laisser faire. Et moi, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais un peu plus de gouvernance, en fait. Donc, ça n'a pas changé grand-chose au final. Ça n'a rien changé. Okay. Les boards, ça dépend aussi des profils des entrepreneurs et de la maturité des entreprises. Mais nous, on était et j'y reviendrai, je pense, dans la partie réalisation opérationnelle des acquisitions. On était prêts à tous les niveaux. On a pris le temps. On va être 15-16 ans, donc autant être prêts. On était prêts, on était calés. Les outils internes étaient en place, les équipes étaient en place, la politique d'incentive et de rémunération complémentaire était en place, tous les KPI étaient en place. Vraiment, je pense que l'entreprise était méga prête et on avait juste envie d'en découdre. Et moi, ça a été un reboost en termes d'entrepreneuriat absolument incroyable. Et j'avais, je ne sais pas si j'avais perdu d'énergie, mais en tout cas, j'en avais récupéré. Et je pense que j'étais un peu agité vis-à-vis d'Ardian, qui était calme et qui avait l'habitude normalement d'attendre ou d'aller chercher les entrepreneurs. Et je crois que tous les jours, je les cherchais moi. Mais t'attendais quoi du coup exactement? On fait quoi? Tous les jours, j'appelais. On s'était créé une liste de boîtes à racheter. Je faisais plein de rendez-vous, etc. Donc, j'ai sollicité beaucoup. Et ce qui s'est passé, en fait, et c'est assez sympa, et c'est bien, et c'est, je pense, ce qui doit se passer, c'est que, un exemple, les boards. On devait faire un board tous les 3 mois. La première année, on a fait 3 boards. Et à un moment donné, en fait, on se rend compte que la réelle gouvernance d'entreprise, c'est en fonction de l'actualité de l'entreprise. Donc, on faisait des boards de principe pour respecter la réglementation contractuelle et du pacte, etc. Mais en fait, il n'y avait plus vraiment de board. La confiance s'était mise en place assez rapidement entre l'équipe Ardian et l'équipe OptiMind. Et on était en vie normale d'entreprise. Pour faire simple, l'autonomie était totale. Je rappelle qu'ils étaient minoritaires quand même. Totale sur Ils avaient combien juste de pourcentage du capital à peu près? Pareil, c'est pas on va dire entre 20 et 25%. D'accord.
le sujet qui nous intéressait, c'était l'acquisition de sociétés. Donc, il y avait effectivement un droit de veto de manière évidente, claire, sur tout ce qui était acquisition, cession, titre. Globalement, les conditions habituelles d'impact sur des maxima de dépenses, d'engagement, qui ont finalement assez peu été utilisés. Et pour le reste, vie normale, reporting financier de temps en temps, des questions toujours qui ont du sens, et de temps en temps des questions qui apportent une nouvelle dimension dans notre vision sur tiens, on devrait faire autrement comme ci ou comme ça, mais plutôt très light. Et du coup, si on reprend ta stratégie de build-up qui était donc clé dans ce deal, toi, c'était plutôt quoi la typologie de tes targets? Est-ce que c'était plus empiler les bidas et être de plus en plus profitable et finalement optimiser une vente plus tard? Ou alors plutôt rajouter, je sais pas moi, aller acheter une boîte en Allemagne, ouvrir de nouveaux marchés? Enfin, c'était quoi un petit peu ta stratégie par rapport à tout ça? S'ouvre donc la deuxième ère d'Optimind avec Ardian embarqué. Sur une stratégie, alors oui, l'idée c'est de faire de l'EBITDA, donc on veut développer l'entreprise autour de son EBITDA qui est le seul élément de référence pour sa valeur. Ardian, ils sont là pour faire de la valeur, nous au niveau du capital d'Optimind, on est là pour faire de la valeur, donc oui, on veut augmenter l'EBITDA, ça c'est clair. Après, tu peux racheter une boîte qui n'est pas encore rentable, mais intégrer chez Optimind par exemple, ça va booster quand même ton EBITDA d'une manière indirecte, quoi. C'est exactement ce qu'on souhaitait faire. Après, la vraie question, c'est comment et avec quel type de boîte. Et là, le sujet, c'est posé comme... Enfin, c'est assez vite posé, c'est ce que moi je présentais dans Imagine Press. C'est dire, voilà, écoutez, on a aujourd'hui... alors déjà, je précise aussi que le jour où je sors, et je me souviens très bien du cabinet d'avocats, on a signé l'entrée d'Ardian. Et c'est à ce moment-là où je verse ma petite larme, sachant que je venais de vendre ma société. En fait, pas complètement, mais je savais que c'était le point de départ, le compte à rebours de la suite, et que la suite arriverait dans 3, 4, 5, 6 ans. Surtout quand tu as quand même le nom d'Ardian, qui est quand même un fonds de private equity pur, c'est pas un fonds de venture capital ou de growth qui est là pour plusieurs années avec une exit dans longtemps, quoi. Là, c'est vraiment connoté private equity, quoi. Complètement, et puis même à titre personnel, je savais que c'était le début, entre guillemets, de la fin, du nouveau début, etc. Et d'ailleurs, je partageais assez clairement avec l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. On rentrait dans un nouveau cycle. Donc, le deal, c'est de faire du build-up. Alors, non pas sur notre métier, notre positionnement sur lequel on était très fort. Enfin, en tout cas, on avait créé un leadership au niveau national, l'actuariat. Donc là-dessus, sur les actuaires conseils, on était vraiment très bien. Et l'idée, c'était de développer l'ensemble des services en gestion des risques autour de cette discipline phare dans laquelle on avait, dans le temps, réussi à s'imposer comme étant leader. Donc, développer la gestion des risques sur des matières financières, sur la matière comptable, sur la matière gestion de projet, bref, dès qu'on pouvait éventuellement profiter de notre visibilité en gestion des risques quantitative, le faire sur toutes les autres matières financières, etc. Et donc, l'idée, c'était pour faire simple, et de faire la France, pardon. Okay. On considérait qu'il y avait suffisamment de profondeur en France, qu'on avait suffisamment de parts de marché à aller chercher chez les Big Four, chez certains autres concurrents, etc., qu'on allait être plus efficace, plus rapide, si on se concentrait sur la France. On avait eu quelques expériences internationales qui n'avaient pas été très clairement... je suppose que c'est des marchés... qui peuvent être très différents au niveau de la régulation, au niveau de pas mal de choses. Donc, est-ce que c'est évident d'aller ouvrir un marché en Allemagne ou... Alors, non, parce que sur la régulation, une régulation européenne maintenant, qui est la même pour la plupart des banquiers et des assureurs. Par contre, la géographie, la langue, éventuellement la déclinaison locale de certaines réglementations peut ralentir en fait la vitesse d'exécution. Et c'est là où je vais, avant que tu me poses la question, mais trahir les secrets enfin, en tout cas, les points forts de notre stratégie, ça a été la capacité, la qualité et la rapidité d'exécution de tous nos deals sur une période très courte. Juste sur la stratégie, je reviens pour pas qu'on s'égare. Très simple, France, tout ce qui se rapporte à la gestion des risques qui n'est pas de l'actuariat conseil. Taille entre 20 et 50 collaborateurs et capacité pour Optimind de les intégrer très vite. Voilà.
Et rentabilité, on s'en fiche. C'était pas du tout un critère. Peu rentable ou un peu rentable. Ok. Dans l'idée, quand ça vient chez Optimine, ce sera très rentable. D'accord. C'est un peu l'idée. Les leviers, très simples. Déjà, le levier du coefficient multiplicateur d'EBITDA. Pas évident pour beaucoup d'acteurs du private equity ou de banquiers d'affaires. En tout cas, c'est à ce moment-là où je découvre réellement les critères de valorisation d'une entreprise. Et notamment, un des éléments clés, que la taille change le coefficient de valorisation de l'entreprise à travers les l'EBITDA. Et notamment, en gros, c'est pas exactement ça, mais en ordre de grandeur. Par exemple, à un moment donné, nous, on va être valorisé 10, 11 ou 12 fois l'EBITDA. Les acteurs qu'on rachète, on va les acheter entre 7 et 8 fois l'EBITDA. Ça veut dire que dès lors qu'ils rentrent chez nous, par exemple, ils avaient un EBITDA d'1 million d'euros. On les achète, par exemple, 7 millions d'euros. Dès lors qu'ils sont chez nous, on gagne des tours d'EBITDA. Donc, rien qu'au moment en J+1 post-deal, on a déjà gagné plusieurs millions sur le coefficient de valorisation. Et ça, le coefficient de valorisation qui est plus faible sur les acteurs que tu as rachetés, tu l'expliques parce qu'ils étaient plus petits, certes, et est-ce que leur croissance était moins importante? Enfin, c'est quoi un petit peu les critères? Bon, il y a 3 critères qui déterminent effectivement. Le premier, c'est la taille. Et ça, on le retrouve partout aussi dans la tech, quand on valorise des ARR en logiciel SaaS. On a encore le droit d'en parler des logiciels SaaS, ça existe encore, etc. Donc la taille, ça fait. Deuxième aspect, le positionnement sur son marché. Donc en consulting, on va parler des TJ, donc le taux journalier de facturation. Chez Optimine, on avait des TJ très élevés du fait de la discipline particulière sur laquelle on exerçait. On avait globalement des TJ moins élevés sur toutes les boîtes qu'on a rachetées. TJ de très bonne facture, mais moins élevés qu'Optimine. Et donc, nous, on avait aussi comme objectif, quand on rentrait ces boîtes-là, à la fois de profiter de leur référencement auprès de grands acteurs qu'on n'avait pas nous, mais surtout leur permettre, en étant en contact et sous la marque Optimine, de pouvoir augmenter leur TJ assez naturellement. Et donc, tu rachètes ces boîtes, donc t'en rachètes combien? Et comment se passe l'intégration? Parce que pas évident quand même de croître aussi vite, aussi rapidement. Alors, sur la réalisation, 2 moments clés. Bon, le premier, un peu cocasse, c'est chargé à bloc 2019. Je fais, 150 rendez-vous sur la place. Je me prends 150 portes. Je la fais simple. J'apprends, en fait. Et pourquoi tu te prends des portes? Parce que c'est quand même une proposition de valeur intéressante, quoi. Alors, plusieurs éléments. Peut-être que la période ne s'y prête pas dans mon secteur. Deuxièmement, peut-être que je ne sais pas faire. Et ça, c'est un élément clé. Je ne savais pas faire. J'ai appris à faire. C'est-à-dire dans le storytelling, tu arrivais un peu comme avec tes gros sabots. Exactement, okay. Exactement. C'est une matière très humaine, en fait. Une fois qu'on fait les rendez-vous, en fait, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup à gérer, beaucoup de confiance à créer. Il y a un positionnement à avoir, il y a une histoire à raconter. Je dis pas que l'histoire, il fallait l'inventer. Je dis juste qu'il fallait avoir une approche beaucoup plus proportionnée, beaucoup plus posée que celle que j'avais dans mes premiers rendez-vous. Voilà. Et donc, c'est aussi l'occasion de rencontrer le marché, d'aller voir mes compétiteurs, proches compétiteurs, plus éloignés, etc. Et puis d'apprendre aussi à savoir quel type de structuration pouvait séduire, quel type de discours pouvait séduire et comment il fallait prévoir tout ça. C'était une année en fait assez importante de préparation à la suite. Ensuite est arrivé le Covid. Mais du coup, si je reviens juste sur les meetings où tu t'es pris des portes, Ardian t'a aidé? Parce que bon, c'était quand même un peu leur rôle de t'accompagner sur ce type de sujet. Est-ce que tu leur as demandé conseil? Enfin, ça a été quoi un peu leur rôle? Oui, sur les rendez-vous où je pensais que ça avait du sens qu'ils viennent, parce que c'est assez valorisant de les faire venir, je les faisais venir, pas sur tous. Dans certains cas, leur manière pouvait plaire, et dans d'autres cas, pouvait aussi ne pas plaire. Donc, il fallait vraiment s'adapter à l'interlocuteur qu'on avait en face de soi. Et aussi, peut-être apprendre un peu d'humilité aussi, une approche finalement plus humaine que financière. En tout cas, j'ai à ce moment-là beaucoup appris.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que le premier deal qu'on a fait, vous savez, on a toujours le plan A et le plan B. Le premier deal, ça a été un deal tout le contraire de ce qu'on voulait faire. On avait dit pas d'actuaire et en France. On a fait une boîte d'actuaires à l'étranger. Bon, c'est un peu hors. On a racheté une boîte d'actuaires au Luxembourg. C'était une opportunité et j'en parle parce que c'est aussi un conseil que j'aimerais transmettre, c'est que faut rester ouvert aux opportunités, faut accepter le plan B. Et c'était un beau rachat, enfin, t'es content au final? In fine, c'était un beau rachat. C'était un beau rachat intéressant en termes de valorisation, etc. On l'a pas forcément réussi à le valoriser en termes de stratégie, de build-up, etc. On a fait le job et c'était un beau rachat. C'était une opportunité. On n'a pas su dire non. Et c'est le seul rachat qu'on ait fait en 2019 d'ailleurs. Ok. Donc ça m'avait potentiellement fait mon année. Ouais, voilà. Mis un pied à l'étrier, quoi. Et pour avancer, en 2000, donc on a cette période de Covid qui a été ce qu'elle a été. Chacun pourra se remémorer. Pour nous, ça a été très difficile à la fois quand on bosse dans le consulting, on voit tout s'écrouler et puis en même temps, petit à petit, on voit aussi toutes les opportunités s'ouvrir. Et là, on continue à discuter avec beaucoup d'entreprises et post-Covid, et là, c'est le déferlement. Beaucoup de contacts prennent, beaucoup de discussions reprennent. Alors, je pense qu'il y a un effet psychologique aussi lié à cette période particulière. Donc ceux qui t'avaient potentiellement fermé la porte en 2019? Pas tous, mais en fait, on va dire qu'il y a une réouverture des chakras de part et d'autre. Non, et surtout, je pense qu'on a un positionnement, une maturité dans ce plan de build-up qui était initialement pensé sur le papier, mais qui n'avait pas encore été réellement vécu. En tout cas, dans l'histoire, je pense qu'on est vraiment mûr. Autant l'organisation, la boîte, ses outils, ses process, ses collaborateurs sont prêts. Autant maintenant, ces dirigeants le sont aussi, avec une vision appuyée, éclairée sur peut-être toutes ces discussions qui n'ont pas abouti. Et là, ça part très fort, puisqu'en fait, on fait 2 acquisitions en 2020, on en fait 2 en 2021, et on en fait une début 2022. C'est-à-dire qu'on réalise 5 acquisitions, 6 en tout, mais 5 successives en moins de 3 ans. Sur des tickets de combien à peu près? Sur des tickets en moyenne entre 5 et 15 millions. Ok. Alors après, avec ou sans earn-out, etc. Mais du coup, la ligne de 25 millions est partie relativement vite. Elle n'est pas partie si vite parce que quand on est dans cette matière de consulting, il y a plein de leviers très intéressants. Et notamment, le sujet de l'earn-out, on peut pas, sauf exception, acheter une société le jour où on fait le deal, de faire 100% du prix sur la table. Ça te va bien de dire ça. Oui, surtout dans la matière humaine dans laquelle on est sur le consulting. Donc il n'y a pas d'actifs tangibles. Bien sûr. C'est des réseaux, des contacts, des référencements, des consultants, etc. Et donc la plupart, et c'est comme ça que ça se fait dans la plupart des cas, on va le jour du deal payer j'ai vu n'importe quoi, ou pas autant, mais en ordre de grandeur, la moitié du deal, la moitié du prix, pardon. Donc en cash ou en equity ou cash? Alors globalement, la stratégie, c'était principalement de faire des deals en cash, pas d'equity, parce que comme la perspective, c'était de pouvoir céder, on préférait, sauf exception, une fois de plus, pouvoir globalement plutôt faire des deals en cash. Ok. Alors, et l'idée, donc, c'est comme on fait des earn-outs, donc on paye 60-70% le jour du deal, ce qui fait que on prévoit de payer 10 ou 20% une année, l'année qui suit, le solde au bout de 2 ans ou le solde au bout de 3 ans. Ce qui fait qu'en réalité, si vous avez déterminé un prix, une valorisation de 10%, de 10 millions, pardon, c'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a que 5 millions qui vont partir, et quand les 2,5 millions de l'année suivante vont partir, en fait, cette acquisition va générer également du cash, des profits qui vont permettre de payer cet earn-out dès lors que l'intégration se réalise bien. Pour te répondre, la ligne des 25 millions n'est même pas partie à la fin. D'accord. Puisque globalement, on a pu assez rapidement autofinancer une partie des earn-out. Et du coup, quand tu faisais un rachat de boîte, les gens venaient physiquement chez Optimine, ou alors ils continuaient à vivre leur vie dans leur bureau, etc. Enfin, comment tu faisais l'intégration vraiment de manière très concrète? Non, c'était un aspect clé de notre stratégie de build-up. C'était des intégrations globales, rapides et intégrales au niveau des systèmes des hommes.
D'accord. Et c'était, selon moi, notre garantie de maximiser la valeur et la réussite de cette stratégie. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, enfin, il y avait beaucoup d'écrémage dans les équipes où tu essayais de garder un maximum d'employés. Parce que, bon, c'est toujours difficile quand tu es employé et que tu te fais racheter. Un maximum d'employés, un maximum d'étoiles dans les yeux par rapport à l'histoire qu'on partageait avec les fondateurs et dirigeants qui nous rejoignaient. Et ça a été, alors je rappelle les 3 leviers, hein. Donc on a effectivement une augmentation de la valeur par le coefficient d'EBITDA, mais on a aussi des rendements d'échelle au niveau des services support, sans forcément licencier ou virer les gens. On l'a globalement jamais fait, puisqu'il y avait, on était en forte croissance par ailleurs. Et puis on a aussi cette stratégie purement commerciale d'augmentation des TJ, de quadrillage ou de saturation du marché du conseil et de synergie entre les différentes practices. Et ces 3 leviers suffisaient globalement, dès lors qu'on intégrait correctement, à créer la valeur dont on avait besoin, qu'on allait chercher. Ça s'est globalement super bien passé. On s'est rendu compte qu'on avait une arme d'intégration massive. Et je l'ai récemment évoqué avec, alors pour le coup, des participations qui ont rejoint le portefeuille de Milestone, mais qui était notre système informatique interne qu'on avait toujours développé en interne. On dépendait d'aucun système et on avait mis en place, et on ne le savait pas, un système globalement parfait, enfin, pour ce qu'on avait à faire, et qui gérait 100% des activités d'entreprise. RH, facturation, location de salles de réunion. Ah oui, tu n'as jamais utilisé de SaaS extérieur, etc. Tout fait. Alors, c'était, si tu te souviens de l'anecdote du début de notre entretien, hein, c'était notre souhait de faire du logiciel. On n'a pas pu le faire pour des clients. On l'a fait pour nous. Ça s'appelait Dataming pendant très longtemps. Et à la fin, ça s'appelait MyOptimind. Et en fait, ça, plus les process, plus des directeurs internes, service support chez nous, mais aussi nos partenaires qui avaient été formés avant chaque acquisition, avant chaque intégration, chacun savait ce qu'il avait à faire. Ce qui fait qu'en 3 mois, globalement, toute l'intégration était faite. Les boîtes qu'on rachetait étaient sur nos systèmes. Le suivi était fait intégralement. La marque disparaissait au bout de 6 à 12 mois. C'était hyper rapide. Et un autre événement qui me vient à l'esprit, c'est quand on est fin 2020, on vient de signer deux sociétés. Milieu 2021, on est prêt à en signer 2 autres. Ardian n'est pas encore au courant. Je vais les voir. Je leur dis, écoute Alexis, on est OK. On est prêt à signer de nouvelles. Il dit, mais non, jamais de la vie. On vient à peine en acheter 2. Ça va pas, les risques, etc. Et j'ai dû avoir 2 ou 3 réunions pour convaincre Ardian d'accepter qu'on continue à faire 2 acquisitions l'année suivante, en leur prouvant que l'intégration était faite, que tout était sous contrôle et qu'on pouvait continuer. Et en fait, on a fini par développer un espèce de modèle d'acquisition où, avant le deal, les équipes se rencontraient déjà, on savait comment on allait intégrer, et surtout, au niveau managérial, on faisait en sorte qu'entre le moment où on signe et le moment où on close, les équipes se rencontrent du moment qu'en J+1 après le closing, chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Donc, c'était une exécution rapide, mais surtout organisé, quoi. Organisé, très organisé. Okay. Et c'est vrai que c'est pas très poétique, c'est pas très grande idée philosophique, mais je crois qu'une grande partie de notre réussite dans cette stratégie de build-up a été notre capacité à exécuter. Est-ce qu'il y a des intégrations qui se sont moins bien passées et d'autres excellentes? Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences? Et si oui, pourquoi? Réellement, on a eu la chance de ne pas avoir de mauvaises expériences. Il y a peut-être une acquisition où les synergies recherchées ne sont pas faites comme on souhaitait, où ça a été un peu moins la fête, j'ai envie de dire. Parce que dans la plupart des acquisitions, quasiment toutes, il y a eu un sentiment partagé collectif de fierté de se retrouver, de nouvelles histoires pour ceux qui nous rejoignaient, d'histoires boostées pour ceux qui étaient là. Et moi, j'ai été impressionné par le caractère positif de l'ensemble, c'est-à-dire que, d'une part, j'avais des entrepreneurs que je rachetais qui étaient heureux. J'avais
un entrepreneur qui achetait, qui était heureux de payer. J'avais un fonds qui achetait, qui était heureux de payer. Et à la fin, j'ai aussi ces 3 parties, y compris les collaborateurs, managers et actionnaires, qui étaient heureux. Et à la fin, tout le monde était heureux. Et je me suis dit, dans la vie, c'est pas souvent qu'on peut avoir des process comme ça, où on paye, on achète, on travaille ensemble, où tout le monde est content. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce jour-là, si un jour j'ai une nouvelle carrière, ce sera dans Private Equity. Et du coup, donc c'est cercle très vertueux ce qui s'est passé. Donc, tu as racheté combien de boîtes en tout? 6 boîtes. 6 boîtes. À chaque fois, l'earn-out a été payé. Les objectifs ont été atteints. Globalement, oui. Après, il y a plusieurs niveaux d'earn-out, puisqu'on va définir en fait les earn-out en fonction du chiffre d'affaires, principalement, puisque comme elles étaient très intégrées, on perdait la lecture de l'EBITDA. Mais ça, c'est compliqué. Comment tu t'arrivais Il faut être très clair. Entre la rapidité d'exécution, l'intégration et le faire fonctionner les leviers et attendre pour être sûr au bout de 3 ans que l'EBITDA ne s'est pas effondré, etc. Nous, notre choix avait été très clair. On intègre, on n'a plus de lecture d'EBITDA. Par contre, on a une lecture sur soit la rétention des collaborateurs, actif très important, soit la réalisation du chiffre d'affaires. Ok. Très lisible et chaque année. Donc ta recommandation, c'est d'avoir une formule la plus lisible possible pour éviter. C'est comme pour l'incentive. Plus les collaborateurs, plus les managers clés, plus les entrepreneurs, fondateurs qui vendent, ils voient clair, ils comprennent quelque chose, mieux c'est. Ouais, j'avais Guillaume sur ce micro de Lemlist, et on est d'ailleurs chez Lemlist aujourd'hui, qui a fait pas mal de rachats aussi. Et c'est vrai qu'au début, ce qu'il nous disait, c'est que c'était pas suffisamment clair, il y a des formules dans tous les sens, et en fait, ça crée la complexité. Et du coup, que c'était beaucoup plus compliqué pour tout le monde de pouvoir s'y retrouver, quoi. Donc, la transparence et avoir une formule lisible, je pense que c'est quelque chose d'effectivement assez important, quoi. Donc, du coup, tu rachètes ces 6 boîtes, ça se passe très bien, tout le monde est content. Et là, Ardian te dit... Bon, ça fait 4-5 ans que je suis à bord et je veux partir ou non, absolument pas. Ardian ne me dit rien. Ils sont contents. Ils voient, en gros, en allant chez Optimine, Ardian comptait pas non plus grimper tout en haut de l'arbre. Enfin, ils voyaient en fait un investissement sécure dans lequel ils vont faire, je sais pas, je m'y connais pas, mais un x2. Et on était en plus en fin du fonds 2. Donc pour eux, ça va bien. Enfin, ils sont très contents puisqu'ils observent que Optimine, on est passé de 220 collaborateurs à 450 collaborateurs. Ah ouais, okay. Et que les résultats sont là, qu'il n'y a pas de problème particulier, le marché répond bien. Et du coup, tu as doublé ton effectif et en termes de chiffre d'affaires, tu as à peu près... En gros, alors on s'est positionné sur des lignes un peu plus larges. En chiffre d'affaires, en gros, on est passé de 28 millions à 60 millions. D'accord. Et en EBITDA? En EBITDA, on a quasiment quadruplé. Ok, waouh, magnifique. Alors, EBITDA, j'ai découvert aussi les EBITDA corrigés, retraités, retravaillés, c'est assez magnifique. Non, j'ai découvert, je suis un scientifique de base, mais j'ai découvert une superbe matière, qui est la matière des banquiers d'affaires. Et j'ai trouvé ça assez génial. Non, en fait, c'est plutôt moi. On est en 2022. On a signé, on a closé notre dernier deal. Et on regarde avec l'équipe le travail réalisé. Et il y a plusieurs éléments qui convergent. Déjà des éléments plus personnels en se disant waouh, on a quand même fait une grande partie du job. Ensuite, on était aussi en discussion avec un acteur qui était venu nous voir, un acteur étranger industriel qui souhaitait faire acquisition de la boîte. On avait ouvert une discussion et ça s'est pas fait, mais ça avait commencé à nous dire qu'on était attractif. Et j'avais également une vision du marché qui est souvent cyclique dans le consulting, les banques. Alors, il y a le sujet de tout ce qui est fintech, etc. En me disant qu'on était certainement sur un point haut du marché et que j'avais connu plusieurs points hauts, plusieurs points bas et que j'avais pas forcément envie d'attendre que le point bas revienne. C'est souvent l'erreur. On est sur un point haut, on se dit on va aller jusqu'au ciel. C'est comme les... Et en fait, tu... C'est comme les sportifs de haut niveau. Ouais, c'est ça. Faut toujours vendre quand tu es d'un bon momentum. Et accepter de perdre peut-être un petit peu, ouais. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qu'on a vu avec l'équipe. Et j'ai proposé à Ardian.
j'ai proposé à Ardian, j'insiste, puisqu'ils étaient effectivement en confiance et tranquilles, qu'on confie le sujet donc à un banquier d'affaires. Et on a signé un mandat en septembre 22 pour proposer OptiMind en cession majoritaire. Donc plutôt un LBO majoritaire, quoi. Globalement, c'est ça. Okay. C'était la cible. Donc on a lancé un processus, un dual track assez orienté fonds. Donc dual track fonds et stratégique, c'est ça? Fonds et stratégique sur carton d'invitation. Okay. C'est-à-dire on a contacté 5 stratégiques, en tout cas le banquier d'affaires, avec une faible motivation. On y reviendra peut-être sur la part d'Ardian et du banquier d'affaires sur les stratégiques. On sait que globalement, c'est plus facile, plus sécure de vendre un fonds que de vendre un stratégique. Et on est parti comme ça. Et là, on est entré dans un gros process où il a fallu faire beaucoup d'investissement de temps, de management presse, de coffee meeting, etc. Mais ça a été très, très intéressant. Donc, du coup, tu commences ce process avec ton banquier d'affaires, peu focus sur un stratégique. Et ce que tu disais, ce que tu évoquais avant, c'est que tu as vendu finalement à Accenture. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on termine avec la fin, c'est pas rigolo. Non, déjà, il se trouve qu'on avait, nous, des liens. Enfin, globalement, on avait des liens avec pas mal de boîtes de concurrents, mais on avait évoqué nombreuses années auparavant. On avait des sujets avec Accenture. Ils nous avaient approchés. On avait discuté quelques mois. On s'était rendu compte que c'était pas le bon moment, ni pour eux, ni pour nous. Et puis, on avait abandonné. Donc, on se connaissait de loin. Dans les quelques industriels qu'on a rencontrés, Accenture en faisait partie. Et donc, ils étaient là au coffee meeting. On connaissait la boîte, très intéressés sur le développement effectivement de la finance et de l'assurance en France, etc. Mais ils nous avaient dit, nous, on n'est pas prêts. Globalement, on sera pas au rendez-vous du premier round. Non, Ok. Très bien. Enfin, nous, faut qu'on avance. Effectivement, droit dans leurs bottes, ils n'étaient pas au rendez-vous du premier round. Premier round, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, c'est là où on attend toutes les LOI en fait, des acteurs concernés. Et pour faire simple, on a globalement, principalement des LOI de fonds d'investissement donc qui se positionnent pour acquérir la majorité. Et tu en as combien à peu près? C'est un peu les mêmes, je pense, en ordre de grandeur. On rencontre une trentaine de fonds, peut-être 25 fonds. Tu as une vingtaine avec qui tu discutes, une quinzaine avec qui tu commences à faire des ateliers de travail, une dizaine qui travaillent sur une offre, et puis, entre 5 et 8 offres. Okay. En fait, voilà. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Alors, on est aussi, pour bien comprendre, dans une période un peu particulière où les portes du private equity commencent à se fermer. Hausse des taux, guerre en Ukraine, pas mal d'événements qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Si on prend les stats du private equity maintenant avec un peu plus de recul, on verra qu'effectivement en 2022-2023, les deals et les valorisations commencent à s'effondrer. On se dit qu'un actif de qualité, c'est ce qui se disait sur le marché, un actif de qualité n'avait aucune raison de ne pas pouvoir bien se négocier. Donc en fait, on a continué, mais c'était commençait à sentir pas pareil. Voilà. Okay. Et donc, on attaque le deuxième round. On fait une sélection des offres. Donc, on sélectionne quelques offres en ordre de grandeur 5. Il y a un industriel dedans, quelques fonds. Et évidemment, pas Accenture, puisqu'ils avaient dit qu'ils ne seraient pas là. Et on avance comme ça. Alors, je ne vais pas être trop explicite sur le détail du process, mais c'est un petit peu rigolo. C'est que on est à deux semaines du closing final, donc remise des offres fermes, donc février 2025. Et on est début janvier. Ah non, mi-janvier. Donc on n'est pas très loin. Et puis effectivement, on a Accenture qui reprend contact. c'est trop tard. Et c'est vrai que globalement, c'est un peu hors process, et en même temps, ça reste un process de gré à gré. Et là, j'ai dû un peu batailler pour faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans le process, dans la mesure où Ardian et le banquier d'affaires avec qui on bossait n'étaient pas forcément ouverts à cette idée, puisque le mieux, c'était de sécuriser avec les fonds qu'on avait. Il y a un élément essentiel dont je souhaite parler aussi, je ne suis pas tout seul à ce moment-là, et je demande à mon équipe, donc mon COMEX, Codir, une douzaine de partenaires, qui sont pour la plupart associés
actionnaires, pardon, et qui potentiellement ont des millions en jeu dans cette opération. Je leur demande, écoutez, potentiellement, il y a une possibilité, parce qu'il y a un acteur industriel que je sens très motivé. On a des offres des fonds. Quelle est votre préférence? Parce qu'il n'y a pas que moi. Et surtout, il faut avoir en tête que lorsqu'on vend un fonds, on est reparti pour un tour. Ça veut dire qu'il va falloir cravacher, pédaler, suer, pleurer, peut-être rire à la fin, pendant quelques années, pour aller chercher la valeur et faire le plan. Plus potentiellement vendre un stratégique ou après tu seras reparti pour rester un petit peu de temps. Donc, ça va, mon équipe, j'ai un codir super jeune, moyenne d'âge moins de 40 ans, je pense. Donc, ils sont tous normalement calibrés pour aller faire le job. Et là, assez étonnamment, je me souviens, on était en séminaire à Marrakech à ce moment-là. C'est très clair. Idéal pour partager. Et là, de manière assez étonnante, je constate, et la plupart, une grande majorité, me disent, écoute, Christophe, nous, c'est OK. L'industriel en question, j'avais délivré le nom Accenture. Belle marque, belle histoire. Et puis nous, on a la possibilité aujourd'hui d'aller faire cette opération plutôt qu'avec un fonds, avec 100% du prix garanti, ou plutôt que... En gros, il y a une adhésion au projet. Je dis pas que dans toutes les circonstances, c'est pareil. En tout cas, là, en l'occurrence, beaucoup de ses collaborateurs avaient travaillé à mes côtés pendant 10 ans, 15 ans, portaient ces actions dont tu parlais, qui étaient du papier, mais qui se concrétisaient là. Ils avaient le souhait de convertir ce papier aussi. Et donc, je crois que c'était un élément clé. C'est là où j'ai décidé qu'on allait tout faire pour chercher une offre intéressante, parce qu'on n'avait pas encore d'offre à ce moment-là. Donc, tu n'avais même pas à peu près une idée de la valo qu'avait Accenture en tête Si, je l'avais parce que j'avais eu un call, mais j'avais rien entre les mains. Ok. Le banquier d'affaires n'y croyait pas trop, à juste titre. Je me mets à sa place. Ardian voulait sécuriser la session, je me mets à leur place. Sauf qu'après, on a obtenu un papier de cette valo. Accenture a été irréprochable sur leur capacité à réaliser le deal. C'est-à-dire qu'en fait, en très peu de temps, ils ont fait les due deals. Ils se sont engagés à faire une offre ferme sur le timing proposé. Donc en 2 semaines, quoi. Ouais, c'est mi-janvier à mi-février. Ok. Presque un mois. Mais c'est extrêmement court. C'est très rapide. Extrêmement court. Après, ils vous connaissaient déjà, etc. Mais effectivement, ouais, de loin. Et non, ça a été. Alors, à la fin, ça a été un peu chaud, un peu compliqué. Ils avaient 2 jours de retard. Enfin, bon, c'était plutôt technique. Non, ils ont été exceptionnels sur cette partie-là. Ça a été effectivement, l'offre a été portée et l'offre à la fin a été celle dont ils avaient parlé. Et on est effectivement sur un deal qui était globalement intéressant pour tout le monde, pour toutes les parties, évidemment ceux qui vendent, pour Accenture, pour les équipes d'Optimine, etc. Et à la fin, on a choisi ce deal avec Accenture plutôt que le deal avec le fonds qui était mieux positionné. Et en termes de valo, tu étais sur des valos similaires ou tu étais sur une valo supérieure, ce qui t'a aussi motivé? Non, il y a deux écarts, sans rentrer dans le détail. Un écart de valo de base. Alors, on était revenu à ce qui existait à l'époque, qui à un moment donné avait disparu, c'est que les industriels valorisaient mieux les acquisitions. Parce qu'à un moment donné, on était arrivé dans un trend où les fonds valorisaient plus les acquisitions que les industriels. Donc là, il y avait un écart assez important genre de combien, à peu plusieurs près? Dizaines. Ah ouais, ok, d'accord. Non, on était quasiment entre 15 et 25%, ah ouais, pour pas être précis. Énorme. Ouais. Un écart, oui, mais ça, c'est l'intérêt stratégique d'une acquisition. Il y avait une vraie volonté, quoi. Une vraie conviction. Ouais. Et je pense aussi, ils avaient vu toute la valeur que ça pouvait apporter à leur stratégie globale. Il y avait une décision aussi du Capital Committee, Chicago, je ne sais pas où, qui a dit on les veut. Et donc, il y avait une vraie volonté d'acquérir avec ce qu'il fallait derrière. Et surtout, on a eu l'occasion de négocier peu ou peu d'earn-out. Mais ça, comment tu as fait? Parce que c'est quasiment du jamais eu, quoi. Je reviens à la préparation de l'entreprise et à la désensibilisation de l'entreprise par rapport à ses dirigeants, à ses collaborateurs, etc. On était arrivé à un niveau, on était assez gros, quand même, 450 collaborateurs. Les process, les outils, les clients, les référencements ont globalement désensibilisé le rôle du dirigeant ou de l'équipe dirigeante
de l'entreprise et de l'actif. Une autre illustration. Pendant à peu près 10 ans, je me suis peu à peu retiré de tout ce qui était communication, interview, presse, même dans certains discours, on avait créé un prix des sciences du risque, etc. J'ai bien fait attention les dernières années à mettre en avant des collaborateurs et à faire en sorte que ce soit le collectif qui pilote l'entreprise, les outils, les process, les référencements. De manière à désensibiliser en fait l'entreprise de son dirigeant, fondateur ou dirigeant tout court. Ça rassure. Et est-ce que dans les faits, c'était vrai? Est-ce que tu penses que tu étais beaucoup moins opérationnel ou finalement tu étais dans l'ombre, certes, mais finalement c'est toi qui prenais les décisions les plus importantes, quoi? Le run sans moi, le setup avec moi. C'est un peu ce qu'on peut remarquer dans les entreprises qui fonctionnent à peu près normalement ou un peu plus que normalement. C'est que l'entreprise était vraiment solide sans moi pour continuer le run sur lequel elle était. Et moi, je m'étais plutôt dédié à tout ce qui était setup, donc acquisition, nouvelle orientation, etc. De ce point de vue-là, quand un industriel achète, le setup, la vision, la stratégie, c'est lui qui la pilote. Bien sûr. Il veut être assuré sur le run. De ce fait, Optimine était bien calé pour répondre à ces attentes-là. Et on était plutôt bien positionné pour limiter ou supprimer les earn-out. Et après, il y a l'envie d'acheter et la négociation. Tout ça, après, un earn-out peut se compenser autrement. Le budget dédié, on peut mettre un budget dédié supplémentaire à des primes de rétention, par exemple. Faire en sorte que les collaborateurs ont tellement intérêt à rester que pendant 3 ans, 2 ans ou 1 an, ils ne vont pas partir, ils vont rester. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, plutôt sympa. Et du coup, sur la valo, si on reprend en termes de multiples d'EBITDA, tu étais plutôt sur quelle fourchette à peu près? Sur une fourchette correcte, très bien. Non, je fais simple. Je peux évidemment pas en parler, mais on était sur quelque chose de très, très honorable, surtout à cette période-là. Sur un marché qui ensuite, c'est cyclique, hein, ça a remonté, mais qui s'est pas très bien porté en 2023-2024, le marché du consulting. Pas le marché d'Optimine, le marché du consulting en général. Voilà, Donc, tu as vendu au bon moment. Ouais, on a quasiment, n'était pas très loin, si je reste de doubler les bidas, le coefficient qu'on avait, okay. Au moment sur des bidas retraités, etc. Okay. Voilà. Donc, non, plutôt sympa et Ardian, plutôt content. Ils sont passés donc, tout le monde content, le deal se passe globalement bien. Et là, le bilan, donc ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 an que tu as vendu. C'en est où? Donc toi, tu n'es plus du tout chez Accenture, tu es resté 1 mois ou 2, c'est ça, je crois? Un peu plus. On avait l'idée, c'est que j'ai eu un contrat de travail, un CDI, donc après plus de 20 ans, j'ai eu mon CDI chez Accenture. Non, il y a eu une intégration du fait de la composition du deal. Il y a eu une intégration rapide et ils avaient bien raison. Donc en fait, tous les premiers mois post-deal, on est donc en été 2023. Et donc, septembre 2023, tout le monde retourne à l'école le matin. Et puis, on est en phase d'intégration rapide, puisqu'ils ont besoin de se sécuriser. Et je reste 6 mois. OK. Et là, on vit, les équipes vivent. Et moi, je les accompagne là-dedans, dans ce qui est l'intégration dans une boîte globale, comme Accenture. Avec les process, tous les aspects un peu contraignants de cette intégration. Cette intégration nécessaire, rapide, qui fait qu'on est assez focusé sur ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, mais à un moment donné, on va basculer, intégrer Optimine, faire disparaître la marque et faire entrer dans le système Accenture. Donc, il y a pas mal de méthodes qui doivent être intégrées. Et voilà. Et ça se passe bien? Ça se passe globalement bien, très bien même, puisqu'au bout de 6 mois, je me rends compte que j'ai plus grand-chose à apporter. Sur la partie business, c'est une entreprise qui sait où elle va, c'est comment elle va. Qu'une partie, je me rends compte aussi que je vais avoir du mal à m'exprimer ou à développer mes talents, si tant est qu'il m'en reste à ce moment-là encore, mais voilà, je pense que le job est fait, les équipes sont bien, en tout cas elles sont installées, elles sont dans leur nouvelle carrière, inutile de rester et puis de potentiellement devenir malheureux, etc. Et donc je décide en décembre de partir
et de démarrer ma nouvelle vie professionnelle en janvier à la tête de Milestone. Et juste pour finir sur le chapitre Optimine, maintenant, donc ça fait plus d'1 an, enfin ça fait quasiment 2 ans que tu es parti. Tes collaborateurs, ils sont toujours chez Accenture. Ils sont partis. Qu'est-ce que tu penses de l'offre que vous aviez créée? Est-ce qu'elle est toujours similaire à ce que vous aviez créé avant? Enfin, comment ça évolue en fait? Alors c'est assez compliqué d'en parler. Alors je le fais sans émotion, hein, puisque l'idée c'était de voir disparaître un bébé qui a grandi et puis qui a rejoint une nouvelle famille. Donc là-dessus, moi j'ai assez peu d'émotion. Avant de répondre, il faut aussi dire que le marché en général et en particulier celui sur lequel on est avec la finance, l'assurance, c'est beaucoup métamorphosé, en tout cas beaucoup baissé. Les enjeux sont plus les mêmes. Les deals sur lesquels les grands noms du conseil de travail, non Accenture, c'est plus les mêmes deals. On va plus aller chercher les mêmes choses. Donc il y a une reconfiguration un petit peu de tout ça. Donc la marque a été intégrée. Donc il y a comme une disparition de l'entreprise. Bien sûr, ouais. Après, pour ce qui est des équipes, sur le top management, il y a globalement eu pas mal de départs, donc variés. Certains sont allés chez des clients, chez des assureurs, des banquiers. D'autres ont monté leur société. D'autres sont allés à la concurrence. Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que même dans une grande entreprise comme Accenture, il y a plein de talents qui sont là-bas depuis des années, qui aspirent à des postes de responsabilité. Donc, il n'y a pas de la place pour tout le monde non plus. Puis quand tu passes d'une structure relativement plus petite à un grand géant comme Accenture, je pense que ça ne convient pas à tout le monde, tout simplement. Non, ça ne convient pas à tout le monde, mais dans les deux cas. C'est-à-dire que côté du géant, on a aussi des gens qui se sont battus depuis 20 ans pour tel poste et qui sont pas, soit il n'y a pas de place, soit ils ne sont pas ouverts à faire de la place. C'est humain, c'est normal. et dès lors que les équipes répondent et qu'on peut gérer sans les talents qu'on vient d'intégrer, voilà, on laisse un peu partir. Donc il y a eu un peu de départ à ce niveau-là. Après, il y a eu une grosse rétention des équipes quand même. Il n'y a eu pas trop de mouvement. Okay. Mais le marché n'est pas très dynamique non plus. Je vois le temps qui file. On peut parler un petit peu de Milestone, qui est du coup le nouveau chapitre de ta vie. Donc, tu as découvert le monde du private equity et tu t'es dit, maintenant que j'ai fait un cash out quand même relativement important, j'ai envie, moi, de financer des entreprises et finalement répliquer un peu ce que tu as vécu ces dernières années. C'est un peu ça l'objectif. Exactement. Je reste entrepreneur dans l'âme. Mais j'ai deux soucis, moi. Le premier, c'est de pouvoir faire quelque chose de mon expérience. Et l'idée, c'est d'être investisseur, mais aussi d'accompagner les entreprises, les entrepreneurs par rapport à ce que j'ai connu. Tu l'as souligné tout à l'heure, partie de rien, bootstrap. J'ai connu toutes les phases, alors peut-être avec des délais que j'aurais pu raccourcir à certains moments. Et c'est vrai que ce partage d'expérience peut avoir du sens dans les entreprises qui ont une maturité moyenne, hein, pas forcément des startups, pas forcément des trop grosses boîtes. Et puis, il y a aussi le souci d'investir intelligemment l'argent et de faire en sorte que ce que j'ai connu, à savoir plein d'acteurs différents qui sont heureux de ce qui se passe, faire en sorte de recréer ces conditions de manière à ce que les entrepreneurs, les actionnaires que je rencontre puissent, en étant portés, investis par Milestone, se retrouver dans la même configuration que celle dans laquelle j'ai été. Et puis, tout simplement aussi une obligation de faire quelque chose d'intelligent avec l'argent plutôt que d'aller sur les marchés financiers. Et du coup, Milestone aujourd'hui, c'est quoi? C'est combien de collaborateurs? C'est combien de sociétés investies? Alors, on a démarré il y a 2 ans. Donc, tu es un single LP, donc c'est vraiment ton argent perso que tu fais fructifier. Complètement. On est aujourd'hui sur une équipe d'environ 5 personnes. On a principalement 3 lignes d'investissement. Alors, une ligne financière, hein, on est bien obligé de fonctionner avec cette ligne-là, donc principalement marché financier, etc. Une ligne private equity, donc qui est celle sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois, qui est aujourd'hui l'idée par une équipe et qui investit donc, dans des entreprises en tant que minoritaire, majoritaire. On a principalement fait une quinzaine d'investissements minoritaire en 2024 et 2 investissements majoritaires en 2025 avec une entreprise qui bosse dans le logiciel qui s'appelle Caïdad et une entreprise iconique qui s'appelle La Crème de la Crème dans le domaine du freelancing. Okay. Et on va continuer à déployer puisqu'on n'a pas encore tout déployé et je pense en 2025 refaire une acquisition ou 2 assez majeure. Super. Et une ligne immobilière forcément qu'on est en train de développer en ce moment.
Génial. Merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci pour ce retour d'expérience. Et puis, j'espère qu'on pourra se reparler dans les prochains mois pour voir l'évolution de Mindstone. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, Diane. Et puis, c'était ma première sortie depuis la session Accenture. Donc, ça m'a fait c'est un plaisir du coup que tu le partages avec nous. Après ces 2 années de réserve. Ouais. Merci. Merci beaucoup.